Espace TV, le 22h. Vous nous regardez à Koba Taburia, c'est à Bofa, mais également à Bodja Dalaba. Merci de nous préférer et bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Plus aucune ombre de doute, Ousmane Gawal Diallo n'est plus membre de l'Union des forces démocratiques de Guinée. L'ancien coordinateur de la cellule de communication du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo est exclu. L'actuel ministre porte-parole du gouvernement est accusé d'attitude de nature à déstabiliser le parti. Retour sur la situation dans ce journal. Le jeune poignardé à Bomboli dans la commune de Ratoma et sa famille dans l'impasse alors qu'il menace de porter plainte contre les agresseurs qu'ils connaissent d'ailleurs. Ces derniers les menacent de représailles si toutefois ils sont dénoncés. Vous les suivrez dans ce journal. Et puis l'actualité en art et culture s'étira en fin de journal avec Henri Kevin Boa. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. C'était dans les tuyaux. C'est désormais officiel. Ousmane Gawal Diallo est exclu de l'UFDG. On lui reproche, entre autres, d'abandon des postes, d'attitude de nature à déstabiliser le parti, des actes et des propos qui violent les statuts du parti. Une décision qui ne surprend guère, car depuis plusieurs semaines, des attaques par médias interposés se faisaient entre certains cadres du parti et le ministre de la Ville. Alseni Bari et Alseni Kamara pour plus de détails. Déjà, le samedi dernier, lors de l'Assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG, Cellou Baldé affirmait ceci. Les responsables nous ont dit que l'UFDG, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément. C'est carrément. C'est carrément. 5 jours après, la décision tombe. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, qui se réclame toujours de l'UFDG, est exclu du parti. Il a donc fait abandon de poste à travers ses prises de parole, à la fois publiques, n'est-ce pas, et si vous voulez, en privé, entretient une démarche de nature à déstabiliser le parti. Celui qui se faisait appeler Gorko Soussaï, membre du squad des célèbres prisonniers politiques aux dernières heures de l'ère Condé, s'en va sans avoir reçu de blâme ni d'avertissement. Ça aurait été un militant ordinaire, peut-être qu'on l'aurait blâmé, peut-être qu'on l'aurait suspendu ou qu'on l'aurait fait un avertissement. Mais la responsabilité qu'assume M. Ousmane Gawal Diallo l'expose à une décision d'exclusion, n'est-ce pas? Pourtant, son retour n'est pas exclu au sein du parti, estime le coordinateur de la cellule de communication qui a d'ailleurs remplacé Ousmane Gawal au même poste. Nous sommes un parti de rassemblement. Et notre slogan, le slogan de Cellou Dalein Diallo, c'est unir et servir. Pour servir, il faut unir. Nous sommes disposés à unir. Le RPG qui nous a causé le plus grand tort dans ce pays, vous l'avez vu récemment à notre siège. Ça veut dire que nous sommes un parti de tolérance. Gawal, c'est le membre du bureau politique de l'UFDG, le député, le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, membre du FNDC, avant de passer plusieurs mois à la maison centrale. C'est l'homme au discours caustique qui a fait voir de toutes les couleurs au régime Condé, comme en témoigne cette rencontre du 12 octobre 2019. Qu'est-ce qui va être en jeu le lundi? Il ne faut pas qu'on joue. Si lundi, quelqu'un d'entre eux réussit à rejoindre son bureau, c'est qu'on aura échoué. Pour le moment, il n'a pas réagi à son exclusion du parti. Autre sujet de l'actualité, c'est un début d'enquête. L'affaire Orabank PM Environ est loin de trouver son épilogue. La société pétrolière qui a demandé un emprunt de 4 millions de dollars américains auprès de Orabank pour l'achat de son carburant n'a toujours pas le montant, mais la banque a dit tout le contraire. Mais pourtant, en guise de caution, c'est-à-dire de garantie pour obtenir ce prêt, les demandeurs auraient déposé des titres fonciers qu'ils peinent à reprendre puisqu'ils n'ont pas encaissé le montant demandé. Le dossier est pendant devant la justice. Le point avec Djibril Ba. Doubani, comme 3 autres opérateurs économiques,
ont donné des titres fonciers sous forme de garantie pour permettre à PM Environ d'avoir un emprunt de 40 milliards de francs guinéens à Orabank. Une affaire qui remonte à 2016. Aujourd'hui, PM Environ n'a toujours pas cet argent, mais Doubani et les autres tendent à perdre leurs titres fonciers. Ce que l'une des conditions était que PM déposait à la banque en guise de garantie, plus nos titres de propriété, 45% du montant. Il dit ce montant, je ne l'ai pas payé. Je n'ai jamais déposé ce montant, je ne sais pas pourquoi la banque dit qu'il m'a donné de l'argent. Alors s'il m'a donné de l'argent, qu'il m'apporte les preuves. Ici aussi, il m'a dit, ça, contre ça, tu devrais attaquer Orabank et PM Environ. Mais moi, je dis, c'est PM Environ que j'ai donné mon titre foncier. Doubani, au début, avait commencé des travaux sur ces différents chantiers, très confiant de la suite du business Orabank PM Environ. Aujourd'hui, Orabank, par l'intermédiaire de son directeur général adjoint, ne souhaite pas que cette affaire soit à la portée du commun des mortels. PM Environ, de son côté, nous a répondu en ces termes. L'affaire est pendante au tribunal. Nous avons fourni tous les éléments aux services compétents. Nous laissons le soin à la justice de trancher entre les parties engagées. Nous suivons de très près la situation de nos partenaires. Doubani, Idrissa, Madoubé et autres sont désemparés. Ils disent être ruinés par Orabank. D'aucuns s'attendent à des titres fonciers dont le prix est à 1 milliard, d'autres à 3 milliards de francs guinéens. Alors, pas question d'abandonner. Bon, je décide maintenant que je vais rentrer maintenant en position de mon titre foncier. Alors, de mille manières et puis avec dommages et intérêts. Selon l'évaluation même de la banque, était de 1 900 000 $, ce qui faisait au moins 19 milliards. Mais moi, j'ai perdu beaucoup. Combien de personnes se sont retrouvées dans le piège d'Orabank? Pourquoi ne veut-elle pas communiquer sur cette affaire qui aura duré 6 ans? En attendant, le verdict du procès prévu le 7 juin à la cour d'appel de Conakry, Madoubé, Idrissa et Doubani croisent les doigts. Djibril Bah, merci. Dossier à suivre. L'état de la route Koya-Mamou-Dabola attire l'attention du président de la transition. Il a fait savoir lors du dernier conseil des ministres où il dit émettre des réserves sur la qualité des travaux. Que savoir de cette inquiétude? Notre rédaction a interrogé un spécialiste des questions routières qui a également fait des remarques sur la réalisation des travaux et fait des propositions aux ingénieurs étrangers. Bernard Koundouno, Tcherno Sadouba. Au cours du dernier conseil des ministres tenu à Cancan, le président de la transition par visioconférence depuis Conakry s'est prononcé sur l'état de la route numéro 1 en réhabilitation. Colonel Mamadi Doumbouya salue l'avancée des travaux sur le tronçon Conakry-Mamou-Dabola, mais émet des réserves quant à la qualité de l'infrastructure. Il y a des mois, l'alerte a été faite par cet ingénieur spécialiste en ponts et chaussées. L'un des plus grands projets routiers de la sous-région lancé en 2019 ne répond pas totalement aux réalités guinéennes, déplore-t-il. C'était un projet d'une grande ambition. Mais par rapport à sa réalisation, au fil du temps, on a constaté que ce mastodonte-là a quand même quelques faiblesses. Si le président émet des doutes, Bala Moussa lui reconnaît déjà ses faiblesses. La principale faiblesse de la route Koya-Dabola se situe au niveau de sa chaussée, là où les véhicules roulent. Le climat guinéen, ajouté au fort trafic, sont entre autres des facteurs ignorés lors des études de cette route, dit cet ingénieur. Même s'il est déjà tard, il fait néanmoins des propositions. Avant de faire effectivement le revêtement bituminé, il y a une autre couche qui contient du bitume qu'on appelle grave bitume. C'est-à-dire les concassés sont consolidés avec le bitume. Des gros porteurs locaux pratiquent cette route. C'est une voie importante pour le transport des marchandises pour le Mali. Vu la situation actuelle du chantier, il interpelle. Si nous ne faisons pas grand-chose, nous risquons d'aller de la construction à la réparation, malheureusement, ou de la construction à la reconstruction. La proposition pour la mise en place des postes de péage et de péage n'est forcément pas la solution, ajoute-t-il. C'est une solution relativement palliative. Même constat est fait sur le tronçon km 36 Koya, où des fissures sont visibles sur plusieurs endroits de la route. On en parle depuis 48 heures, voire plus maintenant. Ce sont encore des chauffeurs
et des syndicalistes qui se disent surpris de la décision gouvernementale et qui a revu à la hausse le prix du litre de carburant à la pompe qui est passé de 10 000 à 12 000 francs guinéens. Dans certaines gares routières de la capitale, les chauffeurs n'apprécient pas cette hausse. Selon eux, ce réajustement pourrait forcément se répercuter sur les autres services comme le prix des denrées de première nécessité et les transports urbains interurbains. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Les prix des produits pétroliers connaissent depuis mercredi 1er juin une augmentation. Le prix du litre à la pompe passe de 10 000 à 12 000 francs guinéens. Ce réajustement est mal perçu par certains conducteurs qui déjà expriment leur désarroi. Avec la conjoncture actuelle, ça n'a pas été bien conçu, mais compte tenu de situation économique actuelle, on était obligé de faire une légère augmentation. Et cela a été fait par consensus de tous les syndicalistes en collaboration avec les transporteurs. Soit disant que le carburant est à 12 000, on a discuté, les syndicats ont dit, bon regardez-nous, bon, on est derrière les syndicats pour le moment jusqu'à preuve contraire. Plusieurs citoyens n'apprécient pas ce rajout de 2 000 francs guinéens sur le prix du litre du carburant en Guinée. Ils souhaitent que les autorités de la transition soient plus indulgentes en ramenant le coût du litre à son prix initial. Les tarifs Conakry-Cancan, Conakry-Sigiri-Koursa ont augmenté. Ils sont nombreux les passagers qui peinent à embarquer pour leur destination. Nous demandons tout simplement à l'État de penser à la pauvre population parce que la vie actuelle est difficile. C'est un cas général, mais ils n'ont qu'à penser à la population, de ne plus avoir maintenant une augmentation. Nous avons sensibilisé les passagers de nous regarder et d'accepter le peu que nous allons ajouter. Si le réajustement du prix du carburant pour certains citoyens impacterait le quotidien de la population, le mouvement syndical réuni ce jeudi pour la cause s'est dit étonné de l'augmentation du prix du carburant de façon unilatérale sans associer les partenaires privilégiés. Il demande qu'il y ait des mesures d'accompagnement comme cela est prévu dans le protocole d'accord. Pourtant, à leur arrivée le 5 septembre 2021, les militaires avaient suscité de l'espoir chez de nombreux Guinéens. 8 mois après, ce sentiment est-il toujours le même? Toujours les citoyens qui aspirent à la liberté, à la sécurité ou encore au développement. Nos reporters Rosaline Goto-Monemou et Ibrahima Sori Kamara ont promené leur micro à Conakry. Voici donc leur reportage. Ils sont nombreux ces citoyens qui s'attendaient à un autre résultat différent de la réalité du jour. C'est le cas de cet ingénieur électrotechnicien. Il est déçu du déroulement de la transition. À l'entendre, les dires et les actions de la junte au pouvoir ne sont pas en conformité. Ils ont dérouté réellement la voie. Par exemple, actuellement, le panier du ménagère est très cher. L'augmentation de l'essence là, ce n'est pas le bon moment, quoi. Par rapport au grief, les gens doutent très fort la fiabilité du grief, réellement. Vous comprenez? Si on s'en tient à la loi, si le procureur, on accuse quelqu'un ou on convoque quelqu'un, on doit indiquer le motif de ce que la personne a fait pour qu'il soit convoqué. Mais ce qu'on donne, c'est des informations qu'on donne. C'est quelque chose qui n'est pas en relation avec la loi. Si certains citoyens adoptent une attitude de déception face à la transition, d'autres saluent les efforts de l'équipe de Mamadi Doumbouya. Ils trouvent que la Guinée a enclenché sa marche de la refondation. Regardez le travail qu'il est en train de faire. Il y avait beaucoup de financement. Mais ils ont décaissé l'argent, plus de 280 milliards qui étaient décaissés. Mais les entreprises, ils étaient assis, ils ne travaillaient pas. Mais dès qu'il est venu, il les a appelés un à un. Il n'y a pas de sortie sur la route. Dire que les enseignants veulent manifester, les opposants veulent manifester, les transporteurs veulent manifester. Donc depuis ça, avec ça seulement, moi, Kamara Fassine, ça me mettra en l'aise parce qu'aucun Guinéen ne meurt maintenant. Mamadou Alpha Tunkara est membre d'une structure qui œuvre pour la paix en Guinée. Il a mis l'occasion à profit pour inviter les Guinéens à la culture de la paix et à la cohésion sociale.
Je vous le disais au sommaire, un jeune d'une trentaine d'années a été poignardé le lundi dernier à Bomboli, dans la commune de Ratoma, pour s'être opposé à des jeunes manifestants qui voulaient ériger des barricades devant leur concession en signe de protestation, disent-ils, contre la hausse du prix du carburant. La victime a porté plainte, mais son agresseur menace sa famille de représailles si jamais ils sont inquiétés par la justice. Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kamara les ont rencontrés. Suivez. Ce couloir est l'un des plus chauds de Bomboli lors des revendications sociopolitiques. Lorsque les jeunes sont pourchassés par les forces de l'ordre sur les voies principales, ils viennent ériger des barricades devant cette concession. L'endroit devient un champ de bataille. Bombes lacrymogènes et cailloux se donnent rendez-vous dans cette cour. La famille peut passer des journées entières confinées. Lundi dernier, pour avoir tenté d'empêcher les manifestants d'ériger des barricades devant sa cour, ce jeune a reçu plusieurs coups de couteau. Le jeune là, il est rentré, il m'a poursuivi ici, donc il est venu avec sa petite sœur. Ses amis sont rentrés, m'ont poursuivi ici. Il avait des ciseaux, des machettes quoi. Il y a certains qui sont en bois de fer. Donc ils se sont attaqués ici, dans notre cour. La victime est formelle. Ce sont ses voisins qui l'ont poignardé. Et c'est la 4e fois que lui et sa famille sont victimes d'agressions par des jeunes surchauffés. Il fait ça pourquoi à partir de 17h, 18h, il y a des gens qui quittent au travail. C'est eux qui vont s'agresser maintenant pour prendre leur téléphone, prendre des sacs ou quoi. Donc ils vont te faire du mal, vous êtes des voisins. Demain, quand tu dis aller à la gendarmerie pour mettre des plaintes, ils te menacent encore. Actuellement, cette famille vit la peur au ventre. L'un des agresseurs serait revenu pour la menacer de représailles si jamais elle porte plainte. On réclame la protection parce que le jeune, avant-hier, il est revenu le soir. Il était venu avec des couteaux, il nous a menacés. On a toutes les preuves. Il nous a dit que si son petit frère va en prison, qu'il va poignarder un d'entre nous. La plateforme de la jeunesse Cellule Balai Citoyen s'est fendue un communiqué pour dénoncer le meurtre de Thierno Mamadou Diallo, mais aussi l'agression de ce dernier. Nous estimons que dans l'exercice de nos libertés fondamentales, il est aussi important que nous respections le choix des uns et des autres. Nous avons le droit de crier notre mécontentement, mais nous devons aussi accepter l'indifférence de ceux qui estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec notre manière de faire. Parlons éducation à présent. Les examens nationaux session 2022 débutent ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats du CEP sont déjà sur pied à la recherche de leur salle d'examen au lycée de l'excellence où nos reporters en ont rencontré. Ils se disent prêts à affronter les épreuves avec sérénité. Ces aînés, eux, poursuivent les séances de révision en attendant le départ. Les détails avec Marissa Kamara et Abdoulaye Kamara. Sous un soleil de plomb, ces enfants déambulent dans la cour du lycée de l'excellence pour identifier leur salle avant le démarrage des épreuves. Le problème ici, les fiches d'identification seront accrochées que ce soir, ce qui ne décourage pas Aboubakar Kati Kamara. Je suis sûre que ça sera facile pour moi parce que j'ai révisé les questions et des livres que mon père m'a achetés. Et il y a beaucoup de choses que mes maîtres m'ont donné pour aller réviser. Dans cette école privée, les élèves continuent de suivre les cours de TD pour être bien préparés le jour de l'examen. Depuis le début d'année, on fait des efforts, on suit les cours, ils sont compris à la compréhension et donc on croise les doigts, on sent que ça va bien se passer. On se remplit d'optimisme parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas négativiser, il faut être positif. Ici, les cours de révision se passent de 9h à 17h du lundi au vendredi. L'école présente 512 candidats, dont 325 filles à cet examen. Si elle s'investit autant à préparer les élèves, c'est pour être parmi les écoles qui vont enregistrer un fort taux d'admission à la publication des résultats. Nous avons un objectif de se maintenir toujours au haut niveau. Quand tu dis l'année passée, il faut commencer par l'année surpassée. Notre premier était le 4e de la République en 2020. Notre premier en 2021 était le 2e de la République.
il est clair que nous ambitionnons occuper les premières places. C'est notre objectif. A rappeler que les enseignants ont prêté serment d'accompagner les candidats sans tricherie. Et puisqu'on parle des examens nationaux, et le collectif 224 Objectif Bac est depuis quelques jours dans la préfecture de Massanta. La présence de ces enseignants volontaires dans cette préfecture s'inscrit dans le cadre d'apporter un appui pédagogique aux candidats au bac. Ils espèrent à travers cette action fournir un bon pourcentage de réussite comparativement au taux d'échec qu'a enregistré la préfecture l'année dernière. Suivez les détails d'André Mossier-Milimono et Ali Ouba depuis Massanta. Ils sont une dizaine d'enseignants volontaires de toutes matières confondues, venus apporter un soutien pédagogique aux candidats de cette préfecture. À quelques jours du lancement des épreuves des différents examens nationaux, ces enseignants volontaires s'activent sur le terrain pour rehausser le niveau des candidats de la préfecture de Massanta. 4%, c'est le taux de réussite qu'a obtenu cette préfecture lors des derniers résultats du bac. Le collectif 224 Objectif Bac, à travers ce acte, vise à présenter un taux de réussite considérable cette année. Je me dis que je vais ajouter ce que j'ai, en aidant ces élèves qui sont en besoin. Je ferai en sorte de donner le maximum, le meilleur de moi-même, pourvu que cela soit une réussite pour eux. Le lycée Sainte-Thérèse est l'endroit choisi pour les séances de révision. Les candidats des écoles publiques et privées sont déjà présents. Les activités pédagogiques sont basées sur des exercices pratiques tout au long du séjour. Les enseignants volontaires travailleront en commun accord avec les enseignants sur place pour un meilleur résultat. Je vais dire à tous les professeurs titulaires que nous avions ici, ils vont essayer de venir pour encadrer les enfants. Parce que quand on est là à l'heure, on travaille normalement. Élèves et autorités locales se disent satisfaits de cette démarche. Ils espèrent qu'avec le concours de ces enseignants volontaires, Massanta pourrait voir son taux de réussite rehaussé. Depuis notre arrivée à la commune urbaine de Massanta, c'est la première fois de trouver une telle initiative. Parce que ce que nous avons entendu de cette équipe, je suis sûr et certain, il y aura un changement radical cette année. Venir d'abord pour nous donner les coups de main, j'espère que c'est une bonne chose. C'est pour nous faire corriger aussi certaines erreurs qu'on a eu à commettre. Oui, ça ira, j'ai confiance. Oui, j'aurai mon bac. La mission du collectif à Massanta prendra fin la veille du bac, soit 2 semaines d'activité intense. Pour l'heure, les candidats profitent bien de ces cours gratuits qui leur sont offerts par le collectif. Des élèves candidats, parlons à présent des enfants. Et puisque nous sommes dans leur mois, le mois de juin, en l'absence de leurs parents, ils se livrent à la mendicité ou s'intéressent à d'autres activités pour subvenir à leurs besoins malgré leur âge et la pression de leurs tuteurs. Nous parlons des enfants de la rue auxquels les Nations Unies dédient une journée spéciale, mais aussi un mois. Le 12 avril, c'était le mois dernier. Cette journée, malheureusement, n'est pas suivie en Guinée. Des actions en faveur de cette catégorie d'enfants suscitent moins d'attention malgré l'implication des structures chargées de leur protection. Images et témoignages avec Djibril Ba et Tcherno Sadouba. Se faufilant entre les véhicules dans l'insouciance absolue, mais avec le plaisir de quémander. Matoto, lié des enfants de la rue, s'offre à nous. Réputé pour la densité de sa circulation, les tout petits profitent des embouteillages pour intercepter les usagers. Quand il y a de l'embouteillage, je profite pour mendier. L'argent que je gagne, je donne à ma tutrice. Avec ça, elle achète mes chaussures et mes habits. La plupart des enfants de la rue viennent de l'intérieur du pays. Ce départ du village à la ville de ces mineurs explique la rupture des liens nuptiaux ou la pauvreté de leurs parents. Dans ce contexte, ils sont à la merci de leurs tuteurs ou des intempéries de la nature. Ce 12 avril est une journée célébrée en leur faveur par les Nations Unies, mais aucune attention ne leur est accordée par les autorités guinéennes. Quand on s'arrête devant les véhicules, j'ai dit « Le prix de l'eau, tonton ». Après, il me donne.
Voilà que nous rencontrons Martin Sonio au centre-ville de Conakry. Depuis une décennie, ce quadragénaire s'occupe des enfants des rues. Le premier problème, c'est le problème de la pandémie, coronavirus. D'abord, on a peur, les enfants qui sont à l'intérieur, aller chercher d'autres enfants qui ont coronavirus, qui vont contaminer les autres. On ne le dira jamais assez, en l'absence des autorités, certaines ONG qui œuvrent dans la protection des enfants tentent de s'en occuper, mais leur action est loin d'être à la hauteur de l'ampleur du phénomène. Les Nations Unies estiment à 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue. La valvulopathie rhumatismale est un problème de santé publique, une maladie qui nécessite une prise en charge particulière au risque d'emporter les patients. La Guinée ne dispose pas de moyens techniques, seule une évacuation permet de sauver des vies. Explication Mamadou Sadio Baldé. La valvulopathie rhumatismale représente un problème majeur de santé publique dans les pays en voie de développement et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. Elle touche 15 millions de personnes et entraîne 250 000 décès prématurés dans le monde. En Guinée, selon une étude universitaire réalisée en 2017, elle représente 25% des cas d'hospitalisation en cardiologie. Une valvulopathie rhumatismale, c'est une maladie du cœur qui intéresse les valves. C'est-à-dire, vous savez, au niveau du cœur, il y a des cavités. Il y a 4 cavités. Et entre ces cavités, en fait, on les appelle des valves, mais c'est des portes qui empêchent le sang, lorsqu'il sort, de se retourner dans ces cavités-là. Pour le moment, la Guinée n'a pas les moyens techniques de soigner cette maladie. Des patients comme Lamine Camara doivent être évacués en Tunisie pour une prise en charge. Ces derniers temps, nous avons sollicité des médecins de la Tunisie et des cardiologues de la Tunisie qui nous ont fait un devis de prise en charge provisoire pour qu'ils puissent prendre en charge Lamine. Il y a une possibilité de l'opérer. Il y a une possibilité de l'opérer et de réparer ces valves au niveau du cœur. 12 000 €, c'est le montant qui pourrait sauver le patient qui souffre depuis 2016. Maintenant, je ne peux pas marcher, ni même un pas, je ne peux pas marcher. Même pour parler, c'est des problèmes. Mon parole, ça va couper chaque fois. Ça fait 3 mois comme ça, je n'ai pas dormi. Je demande, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, de m'aider, s'il vous plaît. Au-delà de Lamine Camara, ce sont plusieurs jeunes qui parfois succombent par manque de traitement, d'où cet appel aux autorités. De renforcer le plateau technique et d'accompagner la prise en charge des enfants, surtout malades du cœur. Et également, nous appelons aux autorités de continuer à aider le personnel de santé à beaucoup plus se performer et également équiper les hôpitaux de matériel adéquat afin que ce genre de situation n'arrive plus dans notre pays. Voilà, à présent, place à notre rubrique Art et Culture. Déjà sur ce plateau, Henri-Kevin Boa, bonsoir. Bonsoir Damoka. Merci encore d'être là cette nuit. Vous l'apprenez, Saïfoulaye Teluel Diallo annonce la nouvelle vision de l'AGS, Agence guinéenne de spectacle. Et vous le faites bien, vous, de le dire, de le souligner. En tout cas, il y a de cela justement 2 semaines que le nouveau promu à la tête de l'Agence guinéenne des spectacles a tenu à faire la passation en prêtant aussi serment auprès des nouvelles autorités politiques et publiques dans ce reportage que voici. Située à l'intérieur du vaste domaine du Musée national de Sandé-Valia dans la belle commune de Kaloum, l'Agence guinéenne des spectacles a connu elle aussi le remaniement. Désormais, Saïfoulaye Teluel, dit Saï pour les familiers, le journaliste et animateur culturel, est un vieux de la vieille pour avoir rôdé et côtoyé auparavant le poste de directeur général en 2008 avec le CNRD. Et 14 ans aujourd'hui, en 2022, il est à nouveau promu pour occuper la direction générale de l'AGS. La maison, c'est ma maison. Quand je suis à l'antenne, je suis à l'aise. Et puis quand je suis au bureau ici, tant que je défends la cause des artistes, je suis dans mon élément et je suis vraiment à l'aise. C'est pourquoi je vais continuer à remercier le colonel président, Mamadi Doumbouya, et son ministre de la Culture, qui vraiment, et sans oublier naturellement le premier ministre-chef du gouvernement, qui ont tous peut-être pensé de la même façon. En me nommant ici, ils pensent et je crois
que je vais tout faire pour mériter de cette confiance. Je pense que je peux booster les choses et arranger ce qui est arrangeable. Parce qu'on ne peut pas tout arranger quand même. Mais on peut faire un peu, chacun peut faire un peu pour que la direction de l'Agence guinéenne de spectacle fonctionne à merveille. Le nouveau directeur compte réussir et pour y arriver, une formation au bénéfice du personnel est nécessaire. Un programme, il faut une formation pour les agents de l'agence qui est très très important. Et puis nous-mêmes, nous allons aller à l'intérieur pour voir l'effectivité de l'assise de l'agence à l'intérieur du pays. Parce que vous savez, comme on l'a si bien dit, les manifestations qui se font, ce n'est pas seulement à Conakry, à l'intérieur du pays. Et le plus souvent, c'est à l'intérieur du pays que beaucoup d'activités culturelles se passent. Donc il faut aller voir comment ces gens-là sont installés, comment est-ce qu'ils fonctionnent et le retour, comment est-ce qu'eux-mêmes ils font le retour de tout ce qui se passe à l'intérieur du pays. Le spectacle est lourd et coûte cher. Les acteurs de l'Empire du Milieu en savent mieux. Les agences en événementiel et du spectacle espèrent aux nouvelles donnes avec la nouvelle équipe. Le Foscal revient chaque fois. Le renouvellement, c'est vrai que c'est le renouvellement et tu peux renouveler la licence et sans organiser au cours de toute l'année. Tu comprends un peu, non? Donc tu paies. Mais par contre, l'autre, quelqu'un qui a beaucoup d'événements, donc il est obligé il paye, il dépense beaucoup. Donc ils n'ont qu'à voir au niveau des taxes, quoi, s'ils peuvent les réduire légèrement sur chaque espace. Ils n'ont qu'à essayer de réduire, quoi. Je vais dire le palais du peuple, les stades, l'esplanade, ils n'ont qu'à voir légèrement à la baisse. Voilà, parce que puisqu'on vient de sortir de la crise sanitaire. Que le spectacle renaisse vivement pour apporter son facteur social, moral et convivial, parce qu'il y a problème. Après 2 années d'interruption pour suite à la pandémie du Covid-19, que les lampions de nos lieux de loisirs luisent et que le showtime commence. Sur ce, nous ne pouvons que souhaiter un très bon retour à Salifou Teliwel et son équipe. Weekend NC. Et puisque nous sommes dans la rubrique culture, Noël Lama, le promu à l'ANASIG, tient à réussir sa mission à la direction générale de l'Office national du cinéma. C'est un autre axe du jeu et du milieu. En tout cas, Noël Lama est promu désormais directeur général de l'Office national du cinéma guinéen. En tout cas, il n'est pas nouveau dans ce département-là puisqu'il a occupé plusieurs années le poste de directeur général adjoint avant d'être promu à la tête de la direction générale désormais. Et voici ses ambitions. Noël Lama, directeur général de l'ONASIG, l'Office national du cinéma guinéen, se porte bien selon son nouveau directeur qui, certes, vient de bénéficier de cette motion, mais pas nouveau dans le département. Auparavant, directeur adjoint se dit confiant et prêt à relever le défi pour redorer le blason du cinéma guinéen qui souffre de ses infrastructures et le manque de formation de ses acteurs. Il faut aussi qu'on parvienne à participer à la formation des professionnels des métiers du cinéma. Une fois que cela est fait, l'autre ambition que nous sommes en train de faire, toujours dans une phase d'information et de communication, nous sommes aussi en train, pour faire sortir l'office de l'ornière, on a déjà réfléchi à des axes et que nous sommes en contact avec d'autres partenaires que pour le moment je vais faire taire leur nom. Le deuxième axe, ça sera le renforcement des capacités, formation et renforcement de capacités. Parce qu'il y a des talents, il y a des jeunes qui ont le prérequis, il faut renforcer leurs capacités. Il y a d'autres qui ont besoin d'être formés. Donc ça, c'est le volet formation, renforcement de capacités. Il y a l'axe investissement aujourd'hui qui parle de production, pas d'investissement. Il faut amener ceux qui ont les moyens à pouvoir investir dans le domaine du cinéma. Le passionné d'image et de la vidéo rappelle les tests et tient à son applicabilité pour une professionnalisation pour la pratique du métier. Nous ne faisons qu'appliquer la réglementation en vigueur. Cette réglementation dit que tous ceux qui doivent exercer les professions liées au métier du cinéma, de la vidéo et de la photo doivent avoir une autorisation d'exercer ces professions-là à l'Office national du cinéma. C'est ce que nous avons essayé un peu de faire comprendre aux différents intervenants de ces secteurs que dorénavant, les métiers du cinéma sont réglementés et voici les conditions qui pourra vous permettre d'exercer librement votre métier sur le territoire guinéen. Vous nous proposez également cette nuit une courte vidéo
Et qu'il s'agit de quoi? Il s'agit donc de la démonstration de kata avant la préparation, sinon avant la compétition du championnat de karaté des moins de 3 à 11 ans. En tout cas, c'est la championne du karaté en démonstration pour dire merci également à nos nombreux audiospectateurs. C'est émouvant, hein? C'est très émouvant et félicitations à Cadet Bangura de Nongon City. Alors, et à vous également, merci. Merci, M. Damboka. Alors, vous et moi, nous restons ensemble pour poursuivre cette édition d'information, à présent avec la rubrique Publi Reportage. La première édition du Salon de la finance, de la monétique, des banques et de l'assurance de Guinée a été lancée ce vendredi 3 juin 2022 à Conakry. C'est une initiative qui vise à innover le secteur bancaire à l'heure du numérique. Elle a regroupé les responsables de la Banque centrale, du Crédit rural de Guinée et autres. Le but est de rechercher. Le but recherché est d'offrir à la Guinée une place financière de premier plan dans ce secteur. Justin Leno sera là tout à l'heure pour plus de détails. La cérémonie de remise des diplômes de la 3e promotion de l'entreprise Touma Multiservice a eu lieu ce jeudi à Conakry. Ils ont été formés durant plusieurs mois dans diverses activités entrepreneuriales. L'objectif est là également visé par le PDG de Touma Multiservice est d'aider les jeunes à être indépendants. On voit tout cela avec Justin Leno et Tcherno Sadouba. Dans le secteur bancaire guinéen, les citoyens en majorité ne sont pas habitués au numérique. Principale raison, ils ne sont pas allés à l'école. À Conakry, un espace d'échange est ouvert pour permettre aux populations d'exposer leurs soucis face au digital dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, vous allez voir, toutes les banques passent aujourd'hui à la digitalisation. Toutes les banques sont au e-banking. Toutes les banques sont aujourd'hui à la face numérique. Mais qu'est-ce que nous, grand public, nous savons de ça? Donc c'est l'opportunité pour eux d'exposer leurs produits. Pour y arriver, les acteurs prennent le temps de communiquer directement avec les populations. Le Crédit rural de Guinée, par exemple, permet aux adhérents d'accéder partout à leurs ressources financières avec sa plateforme dénommée Crédit Mobile. Vous pouvez vous renseigner aujourd'hui, c'est une institution qui reste à l'écoute, qui est avec la population et qui se bat tous les jours pour arriver à faire en sorte que dans la case du paysan, dans la cuisine de la ménagère, on ne manque pas de possibilités de rêver, de possibilités de financer ces actions. Ici, on parle de sécurité, de rapidité et de simplicité dans les transactions financières. La Banque centrale de la République de Guinée s'implique à cet effet. Elle veut que les Guinéens prennent le devant sur le digital dans le secteur des banques. Tous ces outils permettent aujourd'hui un bon fonctionnement au niveau de l'écosystème financier guinéen. Avec cette rencontre, les acteurs du secteur bancaire espèrent que la Guinée s'offrira une place financière de premier plan dans le monde. « 256 étudiants reçoivent leur diplôme à l'espace culturel Malik Kondi de Conakry. Certains en saponification et d'autres en pâtisserie. Ils ont été formés par l'entreprise Touma Multiservice. Les 256 participants là sont répartis comme suit. Et si vous prenez la pâtisserie, nous avons 150 personnes formées. Et en cuisine, nous avons formé également
100 personnes. Aboubakar Bangoura fait partie de ceux qui ont été formés en saponification. Il l'a fait pour être indépendant à l'avenir, dit-il. Dans l'indépendance financière, c'est le moment qui m'a poussé à me lancer dans la formation en saponification chez tout mon multiservice. Les autorités compétentes, à travers la direction de l'innovation, comptent bien accompagner ces initiatives entrepreneuriales. Le fait d'être là aujourd'hui est pour moi une véritable illustration de ce que les jeunes sont capables de faire, de moyens qu'on peut leur apporter en fait pour les former sur un parcours professionnel, que l'université n'est pas la seule option également. Les étudiants peuvent s'inscrire à travers la passion, à travers des métiers qui leur tiennent à cœur. Touma Multiservice est une entreprise qui évolue dans la prestation des services. Ses étudiants sont de la 3e promotion depuis sa création en 2019. Voilà comment on se quitte au compte de cette édition d'information. Merci de votre attention. Sokra, Alia Kamara et Aboubakar Foté Souma ont conduit cette édition, mais également Pierre Baka Mara et Almami Kouyaté. Merci de votre attention et au revoir.